En exil sur les bords de la mer Noire, Ovide regrette sa vie à Rome. Dans une pièce des Tristes, il dit « Souvent Properce était le compagnon de mes plaisirs, me récitait ses vers, me peignait les ardeurs de sa flamme amoureuse. Battus et Pomponius, tous deux renommés, l'un pour le poème héroïque, l'autre pour les vers iambiques, ont été ceux que j'ai chéris avec le plus de douceur et de familiarité. Horace, par la cadence de ses vers, charmait mon oreille. Quant à Virgile, j'eus seulement le bonheur de l'entrevoir, mais non de le fréquenter. Pour Tibulle, les destins ne m'ont point refusé ce contentement, nous avons été longtemps amis. Le poète Gallus fut le premier qui commença la chaîne de ses amitiés, Properce vint ensuite, moi après eux. En peu de temps, mes vers eurent de la réputation comme ceux de mes amis. Ovide écrit ses vers dans la deuxième décennie de l'ère chrétienne. Il évoque les poètes de sa génération, poètes élégiaques et poètes épiques, poètes qui ont chanté l'amour ou qui ont dit la grandeur de Rome. Pour en venir à ce foisonnement de contemporains, à ces phares de l'humanité que sont Virgile et Horace, que de chemin parcouru depuis le IIIe siècle, où naît la littérature latine, au contact de la littérature grecque, certes, mais développant très rapidement son originalité. La littérature latine, dès qu'on en peut saisir les premières manifestations, vise à l'épopée. L'influence d'Homère est évidemment prépondérante. Aristote considère aussi que l'épopée est avec le théâtre le genre le plus élevé. À Rome, Livius Andronicus, dans la deuxième moitié du IIIe siècle, donne une traduction de l'Odyssée, mais ce sont Naevius, dont la vie s'étend peut-être de 265 à 202, les dates sont incertaines, et surtout Ennius, 239-169, qui écrivent des épopées à sujet proprement romain. Naevius, qui avait servi lors de la première guerre punique, consacre à ce premier affrontement de Rome et de Carthage une épopée en vers saturniens, intitulée Le Bellum Punicum. De même, Ennius, qui s'illustre d'abord comme centurion lors de la deuxième guerre punique, entreprend les Annales, grande épopée de 18 livres dont quelques centaines de vers seulement nous sont parvenus. Il remplace le vieux vers saturnien utilisé par Naevius par l'hexamètre dactylique dont la noblesse convient à l'épopée. Il s'efforce d'en tirer de grands effets, sans éviter toujours le mauvais goût, dit-on, ainsi parfois abuse-t-il de l'allitération. Machina multa minax minitatur maxima muris, 1000 machines menaçantes, monstrueuses menacent les murs. Voici un exemple de ces allitérations. Souvent passe le souvenir de l'épreuve vécue, au-delà de l'horreur du trait, lorsqu'il s'agit de décrire la mort d'un trompette, comme la tête tombée, la trompette seule acheva le chant, et tandis que mourait l'homme, un son rauque courut dans les reins. Lorsqu'il retrace une scène guerrière, il atteint naturellement à la grandeur épique. Tous furent tués, et leurs cadavres brûlèrent dans la nuit sereine. Toute la poésie latine, mis à part sans doute les Poetae Novi de l'école alexandrine, subira l'influence profonde d'Ennius. L'âge cicéronien. La vigueur et le souffle épique sont représentés alors par Lucrèce et son poème didactique. Né dans les premières années du dernier siècle avant notre ère, Lucrèce meurt en 55 avant Jésus-Christ. Sa seule et grande œuvre, le De Natura Rerum, la nature, témoigne, dit Cicéron, de beaucoup de génie et aussi de beaucoup d'art. Le sujet du poème est la doctrine d'Épicure, dont la morale, qui fait consister le souverain bien dans le plaisir, se fonde sur une physique, une théorie de la nature. Au moment où écrivait Lucrèce, l'épicurisme se répandait à Rome, et le poème de Lucrèce est d'abord un hymne à la nature. Pour en montrer la formation, il a recours à des images où l'observation quotidienne se mêle à l'intuition scientifique. « Observe, dit-il, ce qui se passe quand un rayon de soleil filtre et projette son faisceau lumineux dans un appartement obscur. Tu verras des milliers de menus corps s'entremêler de 1000 manières dans le vide au sein même du faisceau lumineux, et comme engagés dans une lutte sans fin, livrés, combats, batailles, luttant par escadron, sans trêve, engageant tout cessant le combat en d'incessantes manœuvres. Tu pourras alors te figurer ce que peut être l'agitation éternelle des atomes dans le vide immense. » Il saisit aussi les mouvements violents et convulsifs des fleuves en crue ou des vents. Les vents,
sont donc évidemment des corps invisibles qui balaient et les mers et les terres et les nuages qu'ils chassent et emportent soudain dans leurs tourbillons. Leurs courants se répandent et sèment la ruine à la façon d'un fleuve aux molles ondes qui soudain s'emporte et sort de son lit, grossi par les pluies abondantes, entraînant avec lui des débris de forêt et des arbres tout entiers. Les ponts les plus solides ne peuvent supporter le choc soudain de l'eau qui s'avance, tant le courant, troublé par les grandes pluies, se rue avec violence contre les assises de pierre. Il les fait s'écrouler avec fracas, roule dans ses ondes des blocs énormes et renverse tout ce qui fait obstacle à ses flots. C'est donc ainsi que doivent être emportés les souffles du vent. L'on trouve dans ce passage la comparaison de style homérique, l'ample mouvement de l'épopée, en même temps que l'on sent la force de la conviction qu'il veut faire partager. Hymne à la nature, le poème de Lucrèce est aussi un hymne fait pour entraîner la conviction de l'homme, pour le rassurer, pour le détourner des vaines terreurs et lui montrer que la véritable piété est de connaître et de comprendre cette nature dont les dieux font partie. La piété, ce n'est point de se montrer à tout instant couvert d'un voile et tourné vers une pierre, et s'approcher des autels. Ce n'est point se pencher jusqu'à terre et se prosterner, tendre les paumes ouvertes en face des sanctuaires divins. Ce n'est point inonder les autels du sang des animaux ou lier sans cesse des vœux à d'autres vœux. La piété, c'est bien plutôt de pouvoir tout regarder d'un esprit que rien ne trouble. Logique et passion animent Lucrèce, qui ressent puissamment la nouveauté et la valeur de sa poésie. Je suis fier, dit-il, de découvrir des sources vierges et d'y puiser. Je suis fier de cueillir des fleurs inconnues et d'en tresser pour ma tête une couronne merveilleuse dont jamais encore les muses n'ont ombragé le front d'un mortel. Les poètes alexandrins. En contraste avec la poésie de type archaïque, Lucrèce appartient encore par bien des aspects à l'archaïsme, les poètes marqués par l'art alexandrin imitent les formes de poésie que vit naître Alexandrie lorsqu'elle était la capitale littéraire du monde grec. Pour les poetae novi, comme les appelle dédaigneusement Cicéron, un grand poème est un grand fléau. Le mot est du poète grec Callimaque qui, avec Théocrite, est l'un de leurs modèles préférés. Ces poètes se plaisent aux descriptions d'objets d'art, d'animaux, aux petites scènes maniérées. Ils pratiquent une poésie mondaine et recherchée qui adapte des types de vers et des rythmes nouveaux pour Rome. Sensible au mérite de la forme, c'est aussi une poésie de docte. Le représentant le plus séduisant en est Catulle, 87-52 avant Jésus-Christ. Là encore, les dates sont incertaines. Catulle mêle les poèmes d'inspiration savante, ainsi les noces de Thétis et de Pélée, prétexte à la description d'une tapisserie, et les pièces personnelles où ses amours avec Lesbie, ses enthousiasmes et ses déceptions cruelles tiennent la première place. Voici un traîne, chant funèbre, mais pour la mort d'un moineau familier. Pleurez Vénus, pleurez amour, et vous tous qui êtes sensibles à la beauté. Il est mort, le moineau de mamie, le moineau, délice de mamie, qu'elle aimait plus que ses yeux. Quel malheur, pauvre petit moineau, voilà maintenant qu'à cause de toi, les jolis yeux de mamie sont gonflés et rougis de larmes. À côté de cette grâce, de cette affaîtrie, le cri d'amour douloureux. Je hais et j'aime. Comment est-ce possible, demandez-vous sans doute. Je l'ignore, mais je le sens, et c'est une torture. L'époque hellénistique fut le triomphe de la femme. De même, dans la Rome du 1er siècle avant notre ère, cette société qui s'affine voit les femmes commencer à jouer un rôle prépondérant comme cela avait été le cas à Alexandrie, et les poètes célèbrent la femme. Comme Catulle le fit pour Lesbie, Tibulle met toute sa mélancolie à chanter d'Élie. Mais si l'élégide Properce prend pour premier sujet la cruelle Cynthie, le poète se tourne aussi, tout en gardant un talent formé à l'étude des modèles grecs, vers les sujets romains, vers la célébration du passé légendaire de Rome et des valeurs proprement romaines. Sa plus grande réussite, œuvre maîtresse de l'élégie latine, est sans doute la consolation à Paulus, dont la jeune femme, Cornelia, vient de mourir. C'est Cornelia qui parle. « Cesse, ô Paulus, d'affliger ma tombe de tes pleurs. Maintenant, Paulus,
Je te confie les gages de notre union, nos enfants. Leur souci mine encore ma cendre, il survit au bûcher. Sois pour eux une mère, toi leur père. On peut enfin rattacher Ovide à cette école. On trouve en effet chez lui des traits tout alexandrins, et cela aussi bien dans ses œuvres de jeunesse, les amours, l'art d'aimer, que dans ses œuvres de la maturité, les deux poèmes didactiques que sont les Fastes et les Métamorphoses. Le dieu Mercure, par exemple, dans les Métamorphoses, fort coquet de sa personne, donne l'occasion d'une description où le goût du joli se mêle à l'humour. Bien qu'il soit parfaitement beau, il ne néglige pas sa toilette, il lisse sa chevelure, il arrange sa chlamyde pour la faire tomber avec grâce, pour en étaler la bordure et toutes les garnitures d'or. Il polit sa baguette et fait briller ses talonnières. Mais à côté de cet aspect de légèreté, un poème comme les Fastes reprend un sujet que Properce avait aussi choisi de traiter, les vieilles légendes romaines et les antiquités nationales qu'évoquait le calendrier romain, qu'on appelle Fasti. Enfin, Ovide doit surtout au malheur et au bannissement l'expression de sa douleur que disent les tristes et les pontiques, ces élégies écrites dans son lointain exil de la mer Noire. Cet exil d'Ovide, dont les raisons immédiates sont mal connues, peut-être un scandale qui mettait en cause l'entourage d'Auguste et notamment la seconde Julie, petite-fille de l'empereur. Cet exil apparaît comme une condamnation portée par Auguste sur les premières œuvres d'Ovide, qui ne s'était guère soucié de morale, et par là sur l'art alexandrin. C'est qu'en effet Auguste se voulait le restaurateur de la vieille Rome, des traditions nationales et des valeurs qui avaient fait la grandeur romaine. La poésie prête son prestige et son éclat à cette entreprise d'Octave Auguste. Horace et Virgile furent les héros de cette réaction nationale. Voyons d'abord Virgile. Virgile naît en 70 et meurt en 19. Une légende symbolique voulait qu'il eût pris la toge virile le jour même de la mort de Lucrèce. Et Virgile, en effet, le célébrera comme son maître dans les Géorgiques. Félix qui potuit rerum cognoscere causas, dit-il, heureux qui a pu connaître les principes des choses. Il doit aussi beaucoup à Ennius, dont il a repris des vers, en adoucissant ce qu'ils avaient parfois de trop rude. Mais il suivit d'abord les principes de l'esthétique alexandrine. À l'imitation du syracusain Théocrite, Virgile, dans les Bucoliques, met en scène des bergers qui s'affrontent dans des concours poétiques. En voici un exemple tiré de la 7e Bucolique. Corydon. Mousse de la fontaine, herbe au sommeil si douce, et toi, vert arbousier, porteur d'une ombre claire, défendez mon troupeau, déjà vient le solstice torride, et sur le cep s'entr'ouvrent les bourgeons. Tircis. Un foyer, du bois sec, toujours beaucoup de braise, la porte et ses montants bien tapissés de suie. Oui, le froid de l'hiver nous fait peur, comme aux loups les brebis, où s'arrive au torrent ravageur. Deux brèves descriptions qui opposent la fraîcheur du printemps à la lumière déjà vive, au charme douillet et un peu envoûtant de l'hiver. Virgile se plaît à ce genre qui lui permet de composer de rapides couplets dont chacun forme un tableau fin et précis dans le goût alexandrin. Le poète aurait souhaité vivre à l'écart des troubles de la vie politique dans un monde protégé, à l'image de celui qu'il crée dans ses vers. Mais ce rêve d'Arcadie heureuse échoue devant les rigueurs des guerres civiles. Le poète doit abandonner cette conception d'une poésie refuge. Il doit aussi se mêler à la société des hommes. L'attitude de l'épicurien n'est plus de mise, la poésie doit aussi être action. Avec les Géorgiques, Virgile ne quitte pas la poésie rustique, mais il l'enracine désormais dans la réalité du sol italien. Le poète entreprend de développer une œuvre qui chante l'ensemble des travaux des champs. L'agriculture italienne avait souffert de 10 années de désordre et de guerre civile. Sol en friche, main-d'œuvre décimée, propriétés bouleversées par les distributions de terres aux vétérans. Pour enrayer la désertion des campagnes, il fallait rendre à la condition du paysan sa dignité et inspirer le respect des travaux de la terre. L'épisode du vieillard de Tarente
dans la 4e géorgique, est significatif. Il n'a pas un jardin d'ornement qui imiterait les magnificences orientales, mais un jardin où légumes et fleurs, harmonieusement cultivés par lui-même, joignent l'utile à l'agréable. Dans sa fierté, dit-il, il égalait ses richesses à celles des rois, et quand, tard dans la nuit, il rentrait au logis, il chargeait sa table de mets qu'il n'avait point achetés. Le premier au printemps, il cueillait la rose et des fruits à l'automne. Virgile s'acquitte avec beaucoup de soin de sa tâche didactique. Voici encore des conseils pour le labourage. Lorsque la terre est encore grasse de l'humidité de l'hiver, dès les premiers mois de l'année, les forts taureaux doivent la retourner, afin que les mottes soulevées cuisent sous les mûrs soleils de l'été poussiéreux. Voilà évoqué en quelques mots des travaux, des paysages, des senteurs de la terre. L'inspiration de Virgile, dit Albert Grenier, vient directement du sol italien. L'Italie est terre de fécondité et de piété. Selon l'image de Virgile, le cheval de guerre y galope la tête haute. Dans ton cours, ô Clitumne, se baignent les grands troupeaux blancs et le taureau qu'au jour de triomphe on immole devant les temples de Rome. Ce patriotisme italien et cette piété qui se dessinent ici, nous les retrouvons amplifiés dans l'Énéide. L'Énéide est avant tout le poème de Rome, l'épopée nationale des Romains. Si Virgile ne l'a pas composé pour répondre à une commande officielle, du moins est-il vrai qu'Auguste et son entourage sont pour beaucoup dans l'exécution du projet que le poète envisageait déjà, semble-t-il, dans la 3e géorgique, lorsqu'il décrit sous la forme allégorique d'un temple l'œuvre qu'il se propose de consacrer à la gloire d'Auguste. 2 grandes idées inspirent l'Énéide, le patriotisme et le sentiment religieux. La patrie, pour Virgile, c'est la terre de l'Italie, ses hommes, ses légendes, ses traditions. Pour donner à son poème un puissant intérêt national, Virgile représente les origines lointaines de tout ce que connaissaient et aimaient ses contemporains. Ainsi, au livre 8 de l'Énéide, la visite qu'Évandre fait faire à Énée de l'emplacement de la future Rome s'ordonne selon l'itinéraire des processions triomphales les plus solennelles de la vie politique et religieuse des Romains. Dans ses voyages, d'autre part, Énée parcourt toutes les terres dont s'empareront ses descendants pour former l'Empire. Troie, c'est l'Asie, Carthage, c'est l'Afrique, et l'Italie. Et chaque fois, il y contracte mariage avec Créuse, avec Didon, avec Lavinia, pour mieux affirmer la légitimité du retour de Rome en ces pays. Ainsi, l'Énéide est l'épopée du Latium, de l'Italie, de Rome, maîtresse du monde. Une pensée profondément religieuse, d'autre part, domine l'action. Énée est injuste. Le sentiment religieux s'exprime surtout dans cette ferveur d'Énée, dans la vie et les gestes de celui qui est avant tout le pieux aîné, Pius Aeneas. Pieux, il l'est envers les dieux qu'il invoque et qu'il honore. Il l'est envers son père qu'il sauve au péril de sa vie, envers son fils aussi, porteur des futures destinées romaines et pour qui il se sacrifie sans relâche. Pieux, il l'est par sa modération et son absence d'ambition personnelle. En somme, Énée c'est Auguste, Pontifex Maximus, Pater Patriae. La part de religion se trouve encore augmentée par la descente du héros aux enfers. Outre la gloire future de Rome, l'ombre d'Anchise dévoile à son fils la destinée des âmes. Virgile y mêle des données platoniciennes, les récompenses et les peines de la vie future, des données pythagoriciennes, la transmigration des hommes, et des données stoïciennes, chaque âme est l'émanation particulière de l'âme unique qui anime le monde. Il s'efforce ainsi de répondre à l'attente de ses contemporains
et associe les pratiques de l'ancien culte aux aspirations de la religiosité de son époque. Ainsi, l'Énéide, épopée de la restauration morale voulue par Auguste, est devenue pour Rome et pour le monde romain l'œuvre nationale par excellence, car elle est œuvre d'unité, unité des traditions artistiques, religieuses et philosophiques gréco-romaines, unité du monde méditerranéen. Horace, quant à lui, est de peu le cadet de Virgile. Né en 65, il meurt en 8 avant Jésus-Christ. Il est resté aux yeux de la postérité comme le modèle du poète épicurien qui a su garder sa liberté malgré l'amitié exigeante de Mécène et les sollicitations d'Auguste. Sans doute les vers de Voltaire ont une part de responsabilité à cette opinion. Je t'écris aujourd'hui, voluptueux Horace, à toi qui respiras la mollesse et la grâce, qui facile en tes vers et gai dans tes discours, chanta les doux loisirs, les vins et les amours. Il faut bien voir qu'il n'y a là qu'une vue partielle du génie d'Horace. Les œuvres d'Horace, en effet, odes et épodes, satires, épîtres, montrent aussi bien le plaisir du flâneur dans les rues de Rome que la passion dont le poète se prit pour la campagne. Mais il aborde aussi des problèmes littéraires, préconisant l'imitation des classiques grecs, des maîtres de la grande époque, rappelant aux partisans de l'ancienne école poétique romaine la nécessité du travail et le culte de la forme, mais d'un autre côté montrant aux néo-alexandrins que la poésie ne peut vivre si elle se sépare de la vie et de l'action. Lui-même acclimate à Rome les rythmes éoliens qu'ont illustrés Alcée et Sappho. On dira que le premier j'ai plié la langue latine au rythme du lyrisme éolien. Dans ces odes trouvent place des œuvres d'inspiration plus légère. Ainsi, dans quel but, sinon pour nous inviter à boire du falerne, le pin colossal et le blanc peuplier entrelacent-ils leurs rameaux à l'ombre hospitalière? Pourquoi l'onde fugitive chante-t-elle gaiement dans les méandres du ruisseau? Mais l'on trouve aussi bien des pièces où le lyrisme, tout imprégné d'une philosophie plus stoïcienne qu'épicurienne, rien ne saurait troubler la pensée de l'homme juste et ferme dans sa volonté de le demeurer. Le monde viendrait-il à s'écrouler qu'il ne connaîtrait pas la crainte? C'est grâce à cette vertu que Pollux et Hercule sont montés au ciel. L'actualité, surtout à partir de la victoire d'Actium, prend une part prépondérante. Horace, à son tour, chante le triomphe d'Octave et de l'Italie sur Cléopâtre. Il soutient de ses vers le programme de rénovation morale et politique entrepris par Auguste. Ton règne, ô César, a ramené l'abondance dans nos campagnes. Il a rendu à notre Jupiter ses drapeaux arrachés au temple orgueilleux des Parthes. Il a fermé le sanctuaire de Janus, il a imposé des bornes à la licence effrénée, banni le vice, rappelé ces antiques vertus qui ont fait grandir le nom latin, croître l'Italie en puissance et ont porté la majesté de l'Empire depuis les rivages de l'Occident jusqu'aux régions où le soleil se lève. Horace composa aussi le Carmen Saeculare, ce chant séculaire qui couronna et acheva les jeux séculaires qu'Auguste donna en 17 comme une sorte de prélude à cet âge d'or dont son règne devait marquer l'ouverture. Enfin, l'on ne peut dire avec Voltaire qu'Horace soit facile en ses vers. S'il a renoncé aux grands poèmes lyriques, c'est pour composer des strophes dont le rythme est emprunté à Alcée ou à Sappho. La forme en est minutieusement ciselée, les formules, les alliances de mots sont frappantes. Et de l'ensemble se dégage cette impression de simplicité, mais non de facilité, qui fait le classique. Non omnis moriar, multaque pars mei vitabit libitinam, usque ego postera crescam laude recens, dum capitolium scandet, cum tacita virgine pontifex. Ce n'est point tout entier que je mourrai, et une grande partie de moi-même échappera à Libitine, sans cesse je grandirai, toujours jeune, par la louange de la postérité,
tant qu'au Capitole montera, avec la silencieuse Vestale, le pontife. Virgile, Horace effacent parfois le souvenir, et c'est souvent bien dommage, des poètes qui les ont suivis et qui n'ont pu être que leurs imitateurs ou leurs débiteurs. La violence baroque de Lucain lui-même, le souffle épique qui anime la Pharsale, ne prennent toute leur valeur qu'en contraste avec la mesure donnée par l'âge d'or de la poésie latine. La technique de Virgile dans l'Énéide inspire les poètes de l'époque des Flaviens et des Antonins, Valerius Flaccus, Tasse, Silius Italicus. Ce dernier, tout en gardant les formes classiques de l'épopée, s'efforce de les renouveler par un foisonnement visuel. Mais chez lui, la poésie n'est plus toujours l'expression directe d'une âme. C'est une poésie d'homme hyper cultivé où les forces de l'image, en elles-mêmes, se doublent de celles qui auréolent la réminiscence ou l'emprunt fait à ses devanciers. Une poésie au carré. La poésie n'est plus loin d'être, dès lors, qu'un jeu d'esprit. À côté de tant d'autres poètes latins, par nécessité passée sous silence, on ne saurait, à Bordeaux, taire le nom d'Ausone, qui, au IVe siècle, donna encore quelque éclat à la poésie latine. Écoutons ce qu'il nous dit de Bordeaux, justement. À Bordeaux, le ciel est clément, le printemps long, et les brumes se dissipent à la jeune chaleur du soleil. Le fleuve et la mer mêlent leurs tourbillons au pied des coteaux que couvrent les vignes. La description est exacte, mais l'on sent que ce ne sont pas ces vers qui ont fait beaucoup pour la poésie latine. C'est à Silius Italicus que je reviendrai pour lui emprunter la conclusion de cette trop rapide revue. Dans un passage de son œuvre, les Punica, il montre Ennius, le grand initiateur de l'épopée à Rome, menacé par un ennemi pendant la campagne de Sardaigne. Mais Apollon intervient pour détourner le trait qui visait Ennius. C'est que le poète, fût-il centurion au combat, dépasse la simple humanité. Il ne faut pas porter la main sur lui, car c'est un homme hors du commun. Poète, il dispose d'une puissance particulière. Docet, il enseigne. Resonare docebit hic latiis et licona modis. Cet homme enseignera les licons, il lui apprendra à redire en écho les modes latins, les mesures de la poésie latine. Ennius ressemble au Tityre de la première bucolique. Comme Tityre, il enseigne la nature. Formosam resonare doces amarullidas silvas. Tu fais redire au bois qu'Amaryllis est belle. Et il l'enseigne avec cette force qui est celle de l'incantation. Poésie, en effet, se dit en latin carmen, d'où vient notre charme, mais dans la pleine puissance magique de ce terme, le charme qui envoûte. Et si le poète est encore poeta, chez Cicéron, poeta celui qui agence, qui fait, on doit à Virgile d'avoir remis en honneur le terme de Wattès, qui fait du poète un prophète et un homme inspiré, qui a puissance sur la nature, à l'image d'Orphée, qui, aux accords de sa lyre, charmait les tigres et se faisait suivre par les forêts. Silius a bien compris la leçon de Virgile. La poésie a prise sur la nature, elle vibre et fait vibrer la nature en écho, ce qu'a vu Fénelon, qui dit du plus grand des poètes latins, Virgile, qui anime et passionne tout.